Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons aujourd'hui traiter un chapitre d'algèbre linéaire, le deuxième de la sorte dans le programme de PTSI. Et ce chapitre s'intitulera Espace vectoriel de dimension finie. Alors, j'aurais voulu commencer ce chapitre par un petit peu d'épistémologie. Donc, ce dont vous aurez besoin pour comprendre ce chapitre, c'est d'avoir déjà rencontré la notion d'espace vectoriel et d'application linéaire. Donc, c'est des choses que nous avons introduites dans le précédent chapitre d'algèbre linéaire. Donc, je rappelle rapidement que les espaces vectoriels sont des ensembles qui sont munis de deux lois, une loi d'addition et une loi de multiplication externe, et que les applications linéaires sont des applications entre espaces vectoriels. Il faut avoir en tête que les espaces vectoriels ont été introduits pour suppléer la géométrie d'Euclide. En effet, les éléments d'Euclide, dont je vais vous passer un extrait ici là, sur Wikipédia. Donc j'ai le bouquin ici là, sur les éléments, et en fait, c'est une traduction actuelle de ce qui était écrit à l'époque dans un langage beaucoup plus abscon. Euclide avait voulu, dans le livre premier, donc c'est le tout début de son bouquin, définir les notions géométriques usuelles qu'on utilise en architecture ou en mathématiques. Et donc, regardez les définitions qu'il propose. Définition 1. Le point est ce dont la partie est nulle. Définition 2. Une ligne est une longueur sans largeur. Donc là, je pense qu'il définit a priori, pas forcément la droite pour l'instant, mais uniquement une courbe, ce qu'on appellerait aujourd'hui une courbe. Définition 4. Une ligne droite est une ligne qui est également placée entre ces points. Alors le également veut vouloir dire que la courbe n'est pas incurvée. Et puis plus loin, vous avez la définition des cercles, puis vous avez les définitions des triangles, etc., etc. Alors rien que le début déjà au XXIe siècle, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Parce qu'on sent que les définitions qui sont données sont déjà imprécises, sujettes à caution, ça manque donc d'universalité. Et puis, ça parle de parties, ça parle presque on a presque l'impression qu'on a besoin d'avoir des outils géométriques pour comprendre ce qu'il est en train de raconter. Donc, au XXe siècle, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait définir mieux les points et les droites. Et les plans et les espaces de dimension supérieure. C'est exactement ce que fait l'algèbre linéaire. Donc, le coup de force, c'est de dire, je ne sais pas définir une droite. Par contre, je sais définir un nombre. Je ne sais pas définir un point. Par contre, je sais définir un vecteur. Et donc, voici la chose. On se dit, on se fixe une origine, qu'on appelle 0. On se fixe un vecteur. Un vecteur, en fait, c'est assimilable à un point dont le point d'origine serait l'origine. Et donc, si vous identifiez les points et les vecteurs, vous avez à partir de là directement la notion de direction qui apparaît, et vous allez dire qu'une droite, c'est simplement l'ensemble des vecteurs qui sont collinéaires à ce vecteur donné. Donc, avec un vecteur, vous avez déjà la notion de droite qui vient d'apparaître. Il suffit d'avoir la notion de multiplication par un scalaire. Donc, vous transposez le problème géométrique en problème algébrique. Okay, le point devient un vecteur, la droite devient un ensemble de vecteurs qui sont proportionnels à un vecteur donné. Ce vecteur donné s'appelle le générateur de la droite, plutôt que le vecteur directeur. On préfère dire générateur parce que dans générateur, il n'y a pas la notion de direction. Donc ça y est, on a une droite. Et donc là, on vient de transposer les axiomes d'Euclide qui sont dans la définition 1 et la définition 4, tout simplement grâce à des petites notions d'algèbre. Donc, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant, et ça a une vertu, c'est que ça peut se généraliser dans la dimension supérieure, puisque nous avons vu dans le chapitre précédent que si un espace vectoriel a un générateur, ça s'appelle une droite vectorielle, mais si un espace vectoriel a deux générateurs, ça s'appelle un plan vectoriel, à condition que les deux générateurs soient dans des directions qui soient non collinaires. Le mot collinaire ne me va pas, puisque c'est un mot de géométrie. Et donc, dans ce chapitre-là, on va mettre en place des mots qui vont nous permettre d'éviter d'utiliser des mots géométriques. Et donc, on va transposer le vocabulaire et on va remplacer le mot collinaire par le mot lié. Collinaire et lié, ça veut dire la même chose.
Sauf que le premier mot est en mode géométrie et le deuxième mot est en mode d'algèbre. Le contraire de collinéaire, ça va être libre. D'ailleurs, une belle métaphore que la liberté des vecteurs pour exprimer le fait qu'ils ne soient pas liés les uns aux autres. Alors, tout ceci étant raconté, maintenant, j'aimerais expliquer en 2 mots épistémologiquement cette histoire de dimension. Au XXIe siècle, on est baigné dans la dimension, d'abord parce que tout est en 3D et même maintenant, on qualifie les nouveaux blockbusters au cinéma de 4D et même de 4DX. Alors, il faudrait discuter de est-ce que ce 4D est vraiment justifiable comme une dimension, mais bon, ça se discute. Ce qu'on veut dire, c'est que, et puis la modélisation de l'univers actuel est dans des dimensions supérieures à 3. Donc aujourd'hui, tout le monde parle de dimensions, mais il est quand même important de se poser la question d'où sortent ces objets et pourquoi on n'a pas eu besoin d'un chapitre 1 d'algèbre linéaire et pourquoi on va en avoir besoin maintenant. Donc voilà la situation. Lorsqu'on a construit les droites et les plans, rappelez-vous, on est passé ensuite par la notion de supplémentaire. À savoir, on avait dit que si on se donne 2 droites, F et G, qui se coupent donc forcément en 0, puisque dans un espace vectoriel, tout se coupe en 0. On avait dit que si on voulait créer l'espace vectoriel qui contient F et qui contient G, on était obligé de prendre tout le plan que contient ces 2 droites. Donc, c'est la droite F est engendrée par un vecteur U, la droite G est engendrée par un vecteur V, et donc on avait défini l'ensemble F plus G, qui était en fait vect de U virgule V, vect étant le mot pour dire espace engendré. Et alors, ce qui est en train d'apparaître, c'est que les espaces vectoriels sont finalement des objets beaucoup plus rigides que ce qu'on croit. Puisqu'on est en train de dire que pour contenir 2 droites, donc linéairement indépendantes, 2 droites, si U et V forment une famille libre, créer un espace vectoriel qui contient cette famille libre, c'est créer forcément un plan. Donc on est en train de dire qu'il n'y a rien entre la droite et le plan, au sens où il n'existe pas des objets qui sont plus grands que les droites et plus petits que les plans. Si je suis droite et que je veux devenir plan, eh bien en espace vectoriel, je fais un saut. Je fais un saut qualitatif de la dimension 1 à la dimension 2. Et ça a énormément interpellé les gens. Les gens se sont dit, mais est-ce qu'il y a des dimensions à virgule? Alors, effectivement, culture, pour aller voir les problèmes sur les fractales, effectivement, on invente une notion de dimension à virgule. Mais dans l'algèbre, il n'y a pas de dimension à virgule. C'est dimension 1, c'est dimension 2, c'est dimension 3, ou plus. Ce sont des dimensions qui sont discrètes, et non pas continues. Et ça, c'est fondamental, parce que ce qui est assez difficile dans les espaces vectoriels, c'est de comprendre qu'on est en train de suppléer la géométrie, mais aussi on est en train de qualifier, d'étudier des ensembles qui sont a priori très difficiles à manipuler, qui sont par définition déjà de cardinal infini. Un rappel, un espace vectoriel ne peut pas être de cardinal fini, il contient un nombre infini de vecteurs. Et donc, avoir l'idée de ramener des espaces de cardinal infini à une étude de dimension finie, c'est effectivement simplifier énormément la chose. Maintenant, je rappelle le chapitre qu'on avait vu sur le dénombrement. Donc, tout est lié, évidemment. Les mathématiques sont des objets bien multiformes. Dans ce chapitre sur le dénombrement, rappelez-vous, première partie, c'était les ensembles. On avait remis en place la théorie des ensembles et des quantificateurs. Deuxième partie, c'était les applications. Mais on avait dit qu'on se cantonnait cette année à travailler sur les ensembles finis. Eh bien là, ça va nous être très utile. Pourquoi? Parce que les ensembles finis, on avait réussi à leur adjoindre de nombreuses propriétés. En particulier, rappelez-vous, sur les notions de dénombrement. Lorsqu'on a trouvé le cardinal de A union B, le cardinal d'un produit cartésien, puis après, on avait même eu des propriétés très intéressantes sur les applications. Rappelez-vous, une application entre 2 ensembles de cardinaux égaux est bijective si elle est injective et surjective. Eh bien, en fait, ce qui va être formidable, c'est qu'on va essayer dans ce chapitre de créer un pont entre le chapitre sur les espaces vectoriels et le chapitre sur le dénombrement. On va essayer de transposer les propriétés de cardinal fini dans des ensembles de dimensions finies.
Donc ça va être formidable parce que ça va permettre de ramener des études extrêmement complexes à des études qui vont être simples. Et ce chapitre-là va avoir la vertu de simplifier beaucoup de techniques qu'on avait rencontrées dans le chapitre des espaces vectoriels. Ici, vous allez voir qu'en particulier, pour démontrer que deux espaces sont supplémentaires, on va avoir des caractérisations magnifiques. Alors, je vous montre ça un petit peu sur le cours que vous avez en tapuscrit. Donc, la structure du cours, la voici. D'abord, on va parler de famille. Donc, sur les familles, on va introduire la notion de liberté et de liaison. Ensuite, on va parler de famille génératrice. Ça, on l'a déjà fait dans le chapitre précédent. Donc, vous n'aurez aucune difficulté à le mettre en œuvre. Et puis, nous parlerons de la notion de base. Une base est une famille qui est à la fois génératrice et libre. Génératrice parce que avoir une famille génératrice permet de se repérer dans un espace. Libre parce que les vecteurs qui sont en trop dans une famille génératrice ne nous servent à rien. Donc, on pourra les supprimer. Une fois qu'on aura une famille génératrice, dont on aura supprimé les vecteurs superflus, on aura une base. Et une base, c'est quelque chose qu'on manipule au quotidien pour se repérer dans un espace par un unique ensemble de coordonnées. Si vous voulez pouvoir vous repérer de manière unique dans un espace, il faut avoir une famille qui est à la fois génératrice pour se repérer et libre pour se repérer de manière unique. Je n'ai pas encore parlé de dimension. La dimension, c'est dans le grand 2 que ça va apparaître. Donc là, on va sauter toute une partie extrêmement théorique qui explique ce que c'est qu'une dimension. Donc je vais vraiment passer très vite là-dessus. Par contre, ce que je vais expliquer, c'est qu'à partir du moment où on a des dimensions, des espaces de dimension finis, comme par exemple l'ensemble des réels, l'ensemble des complexes, l'ensemble des n-uplets, l'ensemble des polynômes, l'ensemble des matrices. Vous remarquez que je n'ai pas cité l'ensemble des suites et l'ensemble des fonctions. On en parlera tout à l'heure. Et bien, dans ce cas-là, on aura un théorème extraordinaire pour calculer, pour démontrer en particulier que, après la formule de Grassmann qui est au-dessus, nous aurons une caractérisation magnifique des espaces supplémentaires qui, regardez ici, grâce à l'outil de la dimension, s'affranchit de la propriété extrêmement délicate qu'on devait démontrer par analyse-synthèse, à savoir grand E égale grand F plus grand G. La dimension va nous simplifier énormément la tâche pour démontrer que deux espaces sont supplémentaires. Ensuite, nous parlerons de caractérisation des bases en dimension finie, puis de rang de famille, et puis enfin, d'application linéaire en dimension finie, pour suivre le parallèle avec les chapitres ensemble et application en cardinal fini, puis espace vectoriel et application linéaire. Nous ferons donc ce troisième chapitre en parallèle, et nous allons donc ici étudier les applications linéaires dans des espaces de dimension finie, et on va voir que de même, pour trouver l'ensemble image d'une application linéaire en dimension finie, pour trouver la dimension de son noyau, on aura un théorème magnifique qui s'appelle le théorème du rang, et ensuite pour étudier sa bijectivité, et je terminerai là-dessus, on aura cette caractérisation qui va vous rappeler énormément de choses, à savoir que pour démontrer la bijectivité d'une application linéaire en dimension finie, on aura une équivalence avec l'injectivité et la surjectivité, à condition, attention, non pas que les cardinaux des ensembles de départ et d'arrivée soient égaux, mais les dimensions. Et donc, ces outils-là nous montrent dès à présent que si jamais on a la capacité de définir de manière propre ce que c'est que la dimension d'un espace vectoriel, alors on aura simplifié énormément le chapitre précédent d'algèbre linéaire dans des dimensions quelconques. Deuxième partie de l'enregistrement, on rentre un petit peu plus dans le corps du cours, chapitre 15, à savoir on décrit le grand 1 et le grand 2 du cours tapuscrit, avant de passer en troisième partie à l'étude par compétence de ces deux premières parties. Donc, pour l'instant, on se donne trois espaces vectoriels EFG, K espace vectoriel, K étant le corps de base, R ou bien C, ainsi que deux entiers naturels N et P, qui sont non nuls pour éviter d'avoir des formules triviales. Grand 1, famille d'un espace vectoriel. Donc, la définition de la liberté et du caractère lié d'une famille. Je choisis de définir en premier le caractère lié. On se donne donc P vecteur E1, E2, EP
d'un espace vectoriel grand E. Et on va dire que la famille est liée lorsque l'un de ces vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Je n'ai pas mis le mot linéaire, il faudra le rajouter. Combinaison linéaire des autres, ça veut dire que donc, ce vecteur-là, en fait, va être, entre guillemets, superflu dans l'étude d'un espace vectoriel, puisqu'il s'exprime en fonction des autres, donc il est amovible. Pour dire qu'une famille est liée, donc on a besoin de cette caractérisation de combinaison linéaire. Pour dire qu'une famille est libre, eh bien, on va simplement définir la négation. Au même titre que l'infini est la négation du fini, eh bien, la liberté est la négation du caractère lié. Je ne dis pas liaison, je dis caractère lié. Caractère libre, caractère lié. Alors, le problème, c'est que cette définition de n'est pas lié, ce n'est pas une très bonne définition. Donc, on va essayer de mettre en place une caractérisation qui va être donc la proposition numéro 1. Je signale en termes de vocabulaire le mot linéairement indépendant. Donc, attention, en termes de vocabulaire, on ne dit pas que des vecteurs sont libres. C'est un problème de vocabulaire, c'est une convention de matheux. On ne dit pas les vecteurs sont libres, on dit la famille est libre, et on dit les vecteurs sont linéairement indépendants. Alors, la proposition numéro 1, c'est la proposition pratique qui va nous permettre de démontrer que des vecteurs sont linéairement indépendants. En fait, on va écrire la négation de l'un des vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. L'un des vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Ça signifie qu'il existe un des EI qui s'écrit comme la combinaison linéaire des EJ pour J différents de I. Eh bien, réfléchissons bien. Cela signifie qu'il existe un EI et il existe des alpha J tels que notre EI s'écrivent sigma des alpha J EJ. En mettant tout à gauche de l'égalité, on peut démontrer aisément que la négation de il existe alpha I et il existe I se traduit par, pour tout alpha 1, alpha P, à partir du moment où on a une combinaison linéaire de vecteurs E1, E2, EP qui est nulle, alors tous les coefficients sont nuls. La seule combinaison linéaire possible entre ces vecteurs E1, E2, EP, c'est la combinaison linéaire triviale. J'utilise le mot trivial à dessein. On utilise trivial en mathématiques, une situation où en fait tout est nul, tout est vide, ou quelque chose est vraiment évident. Alors, c'est plus fort cette caractérisation que le fait de dire pas lié. Parce que là, l'avantage d'écrire cette implication, c'est que vous voyez, je ne mets pas en exergue un certain EI par rapport aux EJ. Je ne dis pas c'est le premier E1 qui est lié à E2, E3, EP. Je ne sais pas si c'est E1, c'est peut-être E2. En écrivant cette caractérisation-là, je mets tous les vecteurs à égalité. Et donc, pour démontrer qu'une famille est libre, dans le cas général, on fera comme ça. On se donnera P scalaire, vérifiant cette relation, et on démontrera que pour tout I, les alpha I sont nuls. Quelques petites propositions pour suivre, mais qui sont toutes admises et qui, je pense, vont vous paraître assez évidentes. Toute famille contenue dans une famille libre est libre. Si vous supprimez des vecteurs dans une famille libre, ben vous préservez la liberté. Par contre, si vous rajoutez des vecteurs, alors là, il faut les rajouter de manière intelligente. Si une famille est déjà liée, et si vous lui rajoutez des vecteurs, elle reste liée. En particulier, le vecteur nul est lié à tout le monde, même à lui-même. Ça, c'est un truc trivial, hein. C'est une convention comme 1 puissance l'infini, comme 1 puissance 0 égale 1, etc. Comme x puissance 0 égale 1 pour tout x. Donc, ceci étant dit, dernière chose, si une famille est libre, alors si vous lui adjoignez un vecteur qui n'est pas dans l'espace qu'elle engendre, alors la famille réunie est libre. Ça paraît, je pense, assez visible d'un point de vue géométrique. Évidemment, quand je dis c'est évident, j'espère que vous avez tous dans la tête des vecteurs. Sinon, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Toujours que vous ayez dans la tête une famille libre, pour vous, c'est deux vecteurs
non collinaires et une famille libre dans 3D, c'est 3 vecteurs non coplanaires. Si vous n'avez pas ça, vous êtes foutu. Alors, proposition numéro 3, qui est une proposition pratique dans laquelle on va revenir tout à l'heure, eh bien, une famille de P vecteurs de K puissance n. Donc, K puissance n, je rappelle, c'est l'ensemble des n uplets. Donc, si je me donne des vecteurs P vecteurs qui ont n coordonnées chacun, alors pour étudier la liberté, on va avoir un raccourci. On va pouvoir éviter de se taper l'implication ici. On va pouvoir analyser la matrice des vecteurs colonnes. On va essayer de voir si cette matrice est de rang P. En particulier, une famille qui est échelonnée sera libre. Donc ça, ce sont 2 propositions spécifiques au n-uplé. Voilà pour la liberté. On rentre dans le détail dans 10 minutes là-dessus. Sur les familles génératrices. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on l'a déjà fait. Simplement en termes de vocabulaire, je rappelle qu'une famille est dite génératrice ou bien qu'elle engendre grand E si vect de E1 et de EP est égal à E. Je rappelle que ce vect se lit en français comme ensemble engendré par ou espace engendré par E1 et de EP. Comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, on appelle base une famille E1, E2, EP, base de E, qui est à la fois libre et génératrice. Partant de là, on a toutes les bases canoniques des espaces usuels qui nous sont données. Je travaille directement en dimension n parce que j'induis ce qui se passe dans ma tête en dimension 2 et 3. On est tous d'accord qu'en dimension 2, ce qu'on a envie de qualifier de base, c'est les 2 vecteurs qui engendrent notre plan, à savoir le vecteur de coordonnées 1, 0 et le vecteur de coordonnées 0, 1. Alors évidemment, mes doigts ne sont pas isométriques, je suis désolé. Il faudrait que j'ai 2 doigts de même longueur. Donc, partant de là, E1, je vais l'appeler 1, 0. E2, je vais l'appeler 0, 1. Ça, c'est une base de R2. Mais une base de R3, c'est pareil. 1, 0, 0, 0, 1, 0, puis 0, 0, 1. Eh bien, regardez ce que j'ai écrit ici, je généralise en dimension n. Je dis que la base canonique de K puissance n, c'est E1 et 2En avec. Le premier vecteur, c'est celui qui a un 1 sur sa première coordonnée et des 0 partout. Et après, on fait balader le 1 de la première à la dernière place jusqu'à obtenir le dernier vecteur, En. Ça, c'est ce qu'on appelle la base canonique de K puissance n. La deuxième ligne, je passe pour l'instant, c'est sur les polynômes, ce sera le chapitre qui va suivre. La ligne numéro 3, par contre, j'insiste, l'ensemble des matrices. Rappelez-vous que l'ensemble des matrices, c'est un ensemble de tableaux. Et ce que je propose de dire, simplement pour définir la base canonique, c'est de m'inspirer de ce que j'ai fait pour K puissance n, dont je n'ai pas, bien sûr, démontré que c'est une famille qui est libre et génératrice. On le fera tout à l'heure dans le chapitre par compétence. Et pour MNP de K, que faire? Un tableau, c'est juste un vecteur ligne qui a été présenté autrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une matrice qui contient que des zéros et je vais prendre un 1 que je vais faire balader d'abord en haut à gauche. Cette matrice-là, je vais l'appeler E11. Puis après le 1, je le fais passer en première ligne, en deuxième colonne. Cette matrice, je vais l'appeler E12. Et puis le 1, bing, 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 il va parcourir toute la première ligne. Là, j'obtiens P, pardon, parce que j'ai pris des matrices à P colonnes, je vais avoir P vecteurs. Et puis je recommence ça pour toutes les lignes. Ainsi, je vais avoir une famille EIJ, matrice qui contient donc un 1 en place IJ et des 0 partout ailleurs. Et en tout, je vais avoir N fois P vecteurs. Ensuite, pour finir, eh bien, ce que j'ai qualifié tout à l'heure de caractérisation des bases, ici, une famille est une base d'un espace vectoriel si et seulement si tout vecteur de cet espace vectoriel se décompose de manière unique comme combinaison linéaire DEI. Vous entendez bien dans « il existe une unique combinaison linéaire » la résonance avec les espaces supplémentaires. Ce « il existe » est équivalent au caractère générateur, vous pouvez le compléter sur votre feuille tapuscrite. Donc ça, c'est le caractère générateur de la famille. Et un unique, c'est le caractère libre de la famille.
Si vous omettez la liberté, vous n'avez plus unicité de la décomposition. Et donc, c'est évidemment très embêtant parce que vous allez avoir plusieurs coordonnées possibles pour un même vecteur. Pour un scientifique, ce n'est pas très acceptable tout ça. D'où l'exigence de liberté. L'exigence de liberté est magnifique en ces temps de confinement. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les alpha i s'appellent des coordonnées ou des composantes. Maintenant, on est prêt pour définir la notion de dimension. Puisque ce que nous venons de voir précédemment, dans les espaces de K puissance n et MNP, c'est que les bases ont un certain nombre d'éléments. Ici, évidemment, E1, E2, En, n éléments qui constituent une famille génératrice et libre de K puissance n. Et pour MNP de K, on avait trouvé n fois P éléments. Ce nombre-là, c'est ce qu'on va qualifier la dimension. C'est ce qu'on va qualifier deux dimensions. La dimension de K puissance n, on va dire que c'est n. Et la dimension de MNP de K, on va dire que c'est n fois P. Alors, il faut qu'on définisse proprement ce que c'est que ce truc-là. Alors, la définition usuelle de la dimension finie, la voilà. On dit qu'un espace est dimension finie, sans dire encore combien vaut sa dimension, s'il contient une famille génératrice finie. Autrement dit, si grand E est engendré par un nombre fini de vecteurs. Autrement dit, s'il existe un nombre fini de vecteurs qui me permettent de me repérer dans mon espace. C'est ce que j'appelle la dimension finie. Et si vous avez dans la tête la notion de droite et de plan, évidemment, ça vous paraît évident qu'on ait envie de définir la notion de dimension finie comme ça. Vous avez remarqué, il y a écrit famille génératrice. Il n'y a pas encore écrit qu'elle est libre. Mais en fait, on démontre par le théorème 1, tout à l'heure on va faire une démonstration algorithmique de ça, qu'en fait, toute famille génératrice d'un espace de dimension finie peut être restreinte en une base, quitte à supprimer les vecteurs superflus. Donc, on en est où? Un espace de dimension finie, c'est un espace qui admet des bases. Des bases finies. Ok. Maintenant, il y a un énorme théorème, il y en a deux, bon, qu'on va totalement admettre et qui vont nous permettre de définir la notion de dimension. Le premier, c'est le théorème de la base incomplète. C'est celui qui consiste non pas à restreindre une famille génératrice en une famille libre, mais de compléter une famille libre en une famille génératrice. Si votre espace est non réduit au singleton 0, et s'il est de dimension finie au sens où je viens de l'introduire, alors le théorème dit, et on le démontrera tout à l'heure, de manière algorithmique, avec Python par exemple, que toute famille libre peut être prolongée en une base. Tout espace vectoriel de dimension finie admet donc des bases. Mais ce théorème vous dit qu'en fait, a priori, les bases, il peut y en avoir une infinité, et surtout, elles n'ont pas forcément le même cardinal. L'énorme théorème qu'on va totalement admettre, et là, c'est un théorème qui nous prendrait beaucoup de temps si on voulait le démontrer, on ne le démontrera pas, c'est que si un espace est de dimension finie, alors toutes ces bases ont le même cardinal. Quel que soit le protocole de construction que vous ayez mis en place, par le premier théorème ou par le deuxième. Vous avez toutes les bases qui ont le même cardinal, et ce cardinal-là, il s'appelle la dimension de l'espace vectoriel. On met parfois donc, en index le petit k pour dire le corps de base, et s'il n'y a pas d'ambiguïté, on enlève le k. La dimension du singleton 0, par définition, c'est 0. Et pourquoi on a parfois besoin de mettre en index le corps de base? C'est que regardez ici, vous allez avoir un petit questionnement qui va se poser. Autant dire que la dimension de R en tant que R espace vectoriel, c'est 1, ça ne va pas poser de problème. Par contre, la dimension de C, c'est ambigu. Parce que C peut être vu comme un C espace vectoriel, auquel cas il sera dimension 1. Il faudra voir C comme une droite dans laquelle les vecteurs peuvent être multipliés par des scalaires complexes. Deuxième modèle de C. C'est le modèle plutôt usuel qu'on a l'habitude de voir nous, le modèle du plan. Si vous voyez C comme un R espace vectoriel, donc vous n'avez plus le droit de multiplier les complexes par des complexes, mais par des réels uniquement.
Et bien dans ce cas-là, C devient un plan et donc passe à dimension 2. Vous voyez que j'ai juste changé le corps de base. Et ici, vous n'aurez aucune surprise, puisque j'ai déjà expliqué pourquoi on avait ces résultats-là. À partir du moment où vous avez trouvé une base, vous avez la dimension, puisque toutes les autres ont même dimension, ont même cardinal. Alors ensuite, théorème 3 qu'on admet, mais qui ne posera aucun problème, si vous donnez deux sous-espaces vectoriels d'un espace de dimension finie, alors ils sont tous les deux de dimension finie et de dimension moindre. Mais si en plus ils ont la même dimension que l'espace ambiant, alors ils sont égaux à l'espace ambiant. Je réalise que je n'ai pas besoin de G là. Hein. Je l'introduis, mais vous n'en avez pas besoin. Ça va vous rappeler un théorème qu'on avait vu pour les cardinaux. Je vous laisse vous y référer. C'est le même théorème, mais à part qu'on remplace cardinal par dimension. En dimension finie, on peut donc se lancer sur la recherche de supplémentaires. En effet, si on se donne un espace vectoriel grand F d'un espace de dimension finie, donc je rappelle qu'à partir de maintenant, grand E est toujours dimension finie. Sinon, tout ce que je dis est faux. Eh bien, tout espace vectoriel de dimension finie, admettant donc un sous-espace vectoriel, eh bien, ce sous-espace vectoriel peut être complété de sorte à admettre un supplémentaire dans E. Et ce supplémentaire, ça ne va pas vous surprendre qu'il a une dimension qui complète la dimension du premier, pour que la somme de la dimension des deux espaces F et G varie la dimension de E. Effectivement, la définition numéro 5 vous explique la situation. Si vous avez une base pour grand F et une base pour grand G, alors la concaténation des bases est une base de leur somme directe, donc une base de E s'ils sont supplémentaires. Ça s'appelle une base adaptée à la somme directe. Formule de Grassmann que je n'aurai pas le temps de démontrer cette année, mais qui va vous être familière, puisqu'elle va vous évoquer évidemment la formule des 4 cardinaux qu'on a rencontrés dans le chapitre sur les dénombrements. Et petit 4, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, magnifique caractérisation en dimension finie des espaces vectoriels. Alors là, pour le coup, on va l'utiliser très souvent, puisqu'on n'aura plus d'analyse synthèse à faire. Évidemment, vous savez qu'on a toujours cette intersection réduite au singleton 0 qui équivaut au caractère direct de la somme. Et enfin, pour terminer, en dimension finie, les bases ayant toutes même cardinales, il va être assez facile de savoir si une famille est une base. Pourquoi? Parce que si vous êtes en dimension n, donc vous connaissez la dimension de votre espace ambiant. Et votre espace ambiant, en général, sera un espace usuel, donc vous connaîtrez cette dimension. Pour montrer qu'une famille est une base, eh bien, ce sera très facile. Premièrement, on regardera le nombre d'éléments qu'elle a. Si elle n'a pas n éléments, elle ne peut pas être une base. Par contre, si elle a n éléments, elle n'est pas encore forcément une base. Pour qu'elle devienne une base, il faut qu'elle soit au moins libre. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va faire. Pour montrer qu'une famille d'un espace vectoriel est une base, on démontrera qu'elle est libre, ou bien on pourra démontrer éventuellement qu'elle est génératrice, ça dépendra des exos. Et vous verrez que par libre, c'est souvent bien pratique. On démontrera qu'elle est libre, et à partir du moment où elle est libre, il n'y aura plus qu'à vérifier qu'elle a n vecteurs. Et dans ce cas-là, on aura libre équivalent à générateur équivalent à base. Donc ce chapitre est magnifique parce qu'il permet d'omettre le caractère générateur d'une famille pour en déduire qu'elle est une base. Si une famille est libre, alors ces vecteurs sont tous indépendants les uns des autres, linéairement indépendants. Par contre, si elle est liée, il se peut que donc la dimension de l'espace engendré par ces vecteurs ne soit pas égale à son cardinal. Si, c'est ce que j'ai écrit ici, ce qu'on appelle le rang d'une famille. Le rang d'une famille, c'est la dimension de l'espace que cette famille engendre. Si les vecteurs E1, X1, XP sont tous linéairement indépendants, alors le rang vaut P. Sinon, le rang est strictement inférieur à P. De manière générale, le rang d'une famille est toujours inférieur ou égal au minimum de n de P, et il vaut P si et seulement si la famille est libre. Il vaut n si et seulement si la famille est génératrice.
Donc, partie 3 de l'enregistrement de ce cours. On écrit le chapitre précisément en listant précisément les compétences qu'il va falloir que vous acquériez à la fin de ce chapitre. Donc, grand 1, famille d'un espace vectoriel. Donc, je suis en présence de la PTSI du lycée Bonnargues qui s'exprimera durant cet enregistrement. Donc, la première chose qu'on va vous demander de faire, grand A, c'est d'étudier la liberté d'une famille de P vecteurs. Alors, la technique générale, on l'a listée tout à l'heure. Nous l'admettons. Donc, grand A1 lorsque grand E est quelconque. Technique 1, c'est la caractérisation des familles libres. Réécrivez-la puisque en fait, je l'ai écrite ici de manière fonctionnelle. À chaque fois que nous voudrons démontrer qu'une famille est libre, on introduira P scalaire alpha 1, alpha 2, alpha P, tel que la somme des alpha I et I soit nulle, pour I allant de 1 à P. Et nous montrerons que pour tout I, alpha I est nul. Ceci démontrera que la famille est libre. Si jamais il y a la possibilité qu'un des alpha I ne soit pas nul, c'est que la famille ne sera pas libre. Elle sera donc liée. Donc en termes de vocabulaire, je rappelle qu'on ne fait pas de mix entre libre et linéairement indépendant. Le sujet de libre, c'est une famille. Le sujet de linéairement indépendant, c'est des vecteurs. C'est une subtilité. Hein. Alors c'est parti, on se fait l'exemple numéro 1 sur ce modèle. On applique la technique numéro 1 pour traiter l'exemple numéro 1. On le fait ensemble. Donc, je propose de travailler dans l'ensemble des fonctions définies sur R à valeur dans C. L'ensemble des applications, si vous préférez. Et on va considérer la famille 1, sinus, cosinus. Donc, comprenez que E1, c'est la fonction 1. Donc, la fonction 1, vous savez qu'il y a x associe 1. E2, c'est la fonction qui a x associe sinus x. Et E3, c'est la fonction qui a x associe cosinus x. Donc, voilà la configuration actuelle. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier la liberté de cette famille. Donc, c'est parti. On applique la technique numéro 1, T1. Donc, T1, on introduit donc 3 scalaires ici, puisqu'on a 3 vecteurs. Donc, soit, essayez d'écrire en même temps que moi, de suivre. Hein. Soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartient. Alors, là, il faut qu'on choisisse. Est-ce que c'est R ou est-ce que c'est C? Ça dépend si je considère grand E comme un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel. Ben là, ce n'est pas précisé. Donc, en fait, il faut absolument le supposer. Il faut décider, compte tenu que les fonctions arrivent dans C, je propose de travailler dans la structure de C espace vectoriel. D'accord? Donc, E vu comme ou muni de sa structure de C
espace vectoriel. Voilà, je le rajoute ici, puisque si je ne le rajoute pas, il y a une ambiguïté énorme sur l'exercice. Bon, ça ne va pas changer fondamentalement la liberté, mais il est important quand même qu'on précise les choses. Alors, c'est parti. On prend 3 complexes qui vérifient que alpha 1, E1 plus alpha 2, E2 plus alpha 3, E3 est égal à 0. Alors, je ne vais pas dire montrons que. Je ne sais pas encore si la famille est libre, donc je ne vais pas écrire montrons que alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont nuls. Je ne sais pas encore. Donc c'est parti, on regarde. Alors, puisque mes fonctions sont définies, donc je remplace, ça donne alpha 1 plus alpha 2 sin plus alpha 3 cos est égal à 0. Quand j'écris ça, c'est clair, j'ai le droit de l'écrire, c'est une égalité fonctionnelle. Mais si je veux pouvoir avoir la possibilité d'avoir des degrés de liberté sur cette équation, il faut que j'introduise x. Donc comment est-ce que j'introduis x ici dans la prochaine équivalence? Ouais, soit x dans C du coup. Alors, c'est des fonctions qui sont définies sur R, regarde. Ah oui, pardon. Soit, oui. Donc soit x dans R. Ouais, d'accord, mais si tu mets soit, tu veux dire qu'il est fixé ou il est quelconque? Ah oui, non, il faut qu'il soit quelconque. Donc, Donc pour tout x dans R. voilà. Et ça, c'est fondamental, je vais mettre en rouge, parce que si vous ne mettez pas ce quel que soit, là, maintenant, vous entendez vraiment hein, les choses que je vous avais dites plus tôt dans l'année. Si vous introduisez mal les scalaires, en algèbre linéaire, tout est faux. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc maintenant, on se pose la question de démontrer éventuellement que les alpha i sont tous nuls. Qu'est-ce que vous proposeriez de faire pour démontrer ça? Système? Oui. Alors, quel système? Parce que là, le x, il est quelconque. Vous comprenez bien que si je l'ai mis en rouge, c'est que c'est important. Hein. Si on veut un système, on veut plusieurs informations. Plusieurs lignes pour le système. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, simplement? On prend des valeurs de x. Voilà. On va remplacer x par certaines valeurs de notre choix. Évidemment, des valeurs choisies, quoi. Comme l'égalité est vraie pour tout x, alors cela implique, et c'est là qu'on perd l'équivalence, vous comprenez pourquoi il y avait une montrons que, il y a une implication dans la définition de la liberté. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la réciproque est toujours vraie. Si les alpha i sont tous nuls, alors la somme ici est toujours nulle. Enfin, mais ce n'est pas intéressant. Donc, dans ce sens-là, on va choisir des valeurs pour x. Qu'est-ce que vous proposez? 0 pi sur 2. 0, très bien. Pi sur 2, très bien. Et comme on a 3 alpha à trouver, il faut trouver une troisième valeur. Pi sur 4. Allez, pi sur 4 si vous voulez. Hein. Donc ça donne, pour x égale 0, alpha 1 plus alpha 3 égale 0. Deuxième ligne, alpha 1 plus alpha 2 égale 0. Troisième ligne, alors c'est vrai que si vous aviez choisi pi, ça aurait été plus sympa, non? Plutôt que pi sur 4. Parce que pi sur 4, on va avoir des racines de 2 sur 2 qui vont apparaître. On met pi plutôt, ça vous dérange pas? Non. Non. Donc alpha 1 moins alpha 3 égale 0. Bon, ben, on s'arrête là, non? Si tu as 3 équations à 3 inconnues, vous ajoutez L1 et L3, vous obtenez alpha 1 égale 0, d'où alpha 3 égale 0, d'où alpha 2 égale 0. OK?
Donc, on vient de démontrer que alpha 1 égale alpha 2 est égal à alpha 3 est égal à 0. Donc, la famille E1, E2, E3 est libre. Le piège énorme, c'est de croire que libre, ça veut dire indépendant. Attention, le mot libre est un mot vraiment d'algèbre linéaire. Le cosinus et le sinus, ils sont liés, hein, quelque part. Par le fait que vous savez tous que cosinus de x, c'est sinus de pi sur 2 moins x. Mais cette relation-là, elle n'est pas linéaire. Donc, je ne l'admets pas en algèbre linéaire. De la même manière que vous savez tous que cos carré plus sin carré, ça fait 1. Mais ça, ce n'est pas une relation linéaire, donc je ne l'admets pas non plus. C'est bien clair, hein? Là, on ne peut pas dire que la famille est libre, c'est ça. Est libre. Au sens donc d'algèbre linéaire, au sens linéaire. Il n'y a pas de dépendance linéaire entre les trois vecteurs. Deuxième exemple. On définit cette fois E4 comme étant la fonction qui a x associe exponentielle ix. Et donc maintenant, on analyse la liberté de la famille E4. On avait dit E2, E3. E2, E3, E4 si vous préférez. Je vais plutôt écrire ça. Donc on définit E4 comme étant la fonction qui a x associe exponentielle de ix. Elle est indiquée ici. Et on définit et on étudie la liberté de la famille E3, E2, E3, E4. Donc, si on recommence tout pareil, on y va. On donne alpha 2, alpha 3 et alpha 4 appartient à C3, tel que alpha 2, E2 plus alpha 3, E3 plus alpha 4, E4 est égal à 0. Et maintenant, on va remplacer x par quoi? Ben, on va essayer de faire pareil, non? Pour voir. Je saute les étapes d'avant, évidemment. Donc, soit alpha 2, alpha 3, alpha 4 appartient à C3, tel que alpha 2, E2 plus alpha 3, E3 plus alpha 4, 4 égale 0. On prend x égale 0, x pi sur 2, enfin x égale pi sur 2, x égale pi. On obtient trois équations et on regarde. Donc pour x égale 0, ça va donner alpha 3 plus alpha 4 est égal à 0, puisque je rappelle que exponentielle 0, ça fait 1. Pour pi sur 2, ça va donner alpha 2 plus exponentielle i pi sur 2, ça fait i. Et pour pi, ça va donner... Pour alpha 4. Pour pi, ça va donner donc moins alpha 3, moins alpha 4. Donc là, je suis très embêté. Pourquoi? Une ligne qui est inutile, du coup, on a deux équations pour trois inconnus. Exactement. On a cette ligne qui est inutile. C'est peut-être qu'on a mal choisi notre... On a peut-être mal choisi notre x. Peut-être qu'il faudrait choisir un autre x. Alors, quand vous arrivez à ce genre de situation-là, pour ce genre d'exercice, il faut que vous posiez la question de savoir si par hasard la famille, elle ne serait pas liée. Parce que cette méthode-là, finalement, là, vous voyez, pour la liberté, elle marche très bien. Mais ici, pour le caractère lié, si tant est qu'elle soit liée, peut-être certains l'ont déjà vu,
elle ne marche pas. En fait, il faut regarder, là, je vais mettre en parenthèse, hein, ces trucs-là, je vais mettre en parenthèse parce que ça a l'air de ne pas marcher. Parce que la ligne 3 est liée à la ligne 1. Et donc, on revient à la définition. Ça donne quoi? Ça donne alpha 2 cosinus x plus alpha 3 sinus x plus alpha 4 exponentielle ix est égal à 0, quel que soit x appartient à R. Et si on remplace exponentielle ix par sa définition, on va tout de suite voir le problème. C'est quoi la définition d'exponentielle ix au fait? C'est cos de x plus i sin de x. Voilà, cos x plus i sin x. Moralité, si je réagence mes termes, ça donne alpha 2 plus alpha 4 fois cosinus x plus C'est I alpha alpha 3. 4? Comment? C'est pas I alpha 4? Le i alpha 4, c'est pour le sinus. Oui, ok. Et donc, c'est là qu'on comprend le truc. C'est pour ça qu'on n'a plus que deux inconnus. C'est que mon encadrement, ici, là, ça ne servait à rien de faire ça. Mais quand on arrive là, on voit le problème. C'est que comme la famille cos-sin, elle est libre. Alors pourquoi elle est libre? Parce que la famille tout à l'heure était libre déjà. La famille 1 cos-sin était libre. Or, on a dit que toute famille incluse dans une famille libre est libre. Donc, comme la famille cos-sin est libre, alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire parce qu'elle est libre, cette famille? La technique T1, qu'est-ce qu'elle dit? Puisque sin et cos sont linéairement indépendants. J'ai une combinaison linéaire, regardez, une combinaison linéaire de cos et de sin qui est nulle. Or, la famille cos-sin, elle est libre. Donc, les coefficients là. Donc ça implique que les coefficients sont nuls. Voilà. Donc, alpha 2 plus alpha 4 est égal à 0. J'ai dû me tromper au-dessus là-haut, non? Ouais, c'est les mauvais indices. Ouais, parce que E3 c'était sinus, c'est ça? Non, E2 c'est sinus et E3 Ah, c'est c'est pour cosinus. ça. C'est pour ça. Ok. Donc, ok. C'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure. Donc, je corrige mes coefficients tout à l'heure. Bon, ça n'a pas servi, mais bon. On retrouve ici le truc. C'est que donc alpha 2 plus alpha 4 est nul. Ah oui, je sais pourquoi, j'ai compris. C'est là que c'est à la fin que je me suis trompé, là, c'est là. C'est sin cos, là. C'est ça. Ah ouais, merci. C'est pour ça que tu disais ça, Simon. Ok. Alors, autant pour moi. Autant pour moi. J'ai interverti sin et cos. Bon, il n'y a rien de dramatique, mais c'est pour être cohérent avec les notations d'avant. Donc, on met sin en premier, alpha 2 sin, alpha 3 cos. Effectivement, Simon avait raison. Donc, on met sin en premier, cos en deuxième. Merci. Donc voilà, hop, correction. Magnifique, au blanco. Donc ceci étant fait, par liberté de la famille sin cos, on a que alpha 2 plus alpha 4 est égal à 0 et alpha 3 plus i alpha 4 est égal à 0. Et donc cette fois, on a une équivalence. En fait, c'est plus implique. C'est équivaut là. Équivaut, équivaut, équivaut. Et du coup, monsieur, Vous le pouvez i changer alpha le i de 4. place du coup. Ouais. Vous Comment? pouvez changer le i de place. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, vous changez ou le i de place ou vous changez le sin et le cos de place. Et du coup, là, vous avez marqué i alpha 4, mais dans le cos x. Bah, Je comprends pas.
Oui, alors attends, hein. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, ok, merci. Donc, c'est pas bon. C'est alpha 2 plus I alpha 4. Merci. Ok. Voilà, cette fois, c'est bon. Voilà. D'où on obtient le système ici, qui est un système de deux équations à trois inconnus, qui admet une infinité de solutions. OK? Donc en particulier, il y a un cas il admet une infinité de solutions, donc pas forcément 0, 0, 0. Alors évidemment, je me suis hyper compliqué la vie. Pourquoi? Juste pour appliquer le cours. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire depuis le départ? Pourquoi la famille était liée? Si on connaît une combinaison linéaire avec exponentielle ix, cos x et sin x, directement on peut la mettre et dire que. Eh bien voilà. Donc en fait, notre E4, c'était E3 plus IE2. Donc vous voyez que ici, la relation, si vous la voyez tout de suite, ben vous avez fini. Donc tout de suite, on aurait pu dire, donc la famille est liée. Mais pourquoi je vous ai montré la technique générale? C'est parce que parfois, on ne la voit pas la relation. Quand on la voit, c'est facile. Là, elle était relativement visible. Mais si on ne la voyait pas, eh bien, on était obligé de se faire le calcul, d'autant que quand il commence à y avoir 4 ou 5 vecteurs, les degrés de liberté sont trop importants pour avoir une intuition des relations linéaires. Je ferai remarquer que les scalaires sont complexes, donc on a bien muni notre espace vectoriel d'une structure de C espace vectoriel. Si on avait mis un R espace vectoriel, on aurait pu démontrer le caractère libre, parce que ici, regardez le système, si alpha 2, alpha 3, alpha 4 sont réels, alors par identification des parties réelles et imaginaires ici, ça fait alpha 2 égale alpha 4, donc égale 0, égale alpha 3, égale 0. Donc la famille est liée dans le cas où on est dans un C espace vectoriel. Par contre, elle est libre dans le cas où on est dans un R espace vectoriel. C'est très subtil, hein, tout ça. Voilà. Donc, juste avant de se quitter, on complète. Alors, je ne démontrerai pas la proposition numéro 1. Elle n'est pas très difficile à démontrer. Ceux qui veulent le faire en exo pour vendredi et nous le soumettre, c'est volontiers. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste abstrait. Donc, exercice étoilé, proposition 1 pour vendredi. Par contre, pour tous, j'aimerais que vous me donniez la caractérisation hyper pratique qui va nous permettre de savoir si 2 vecteurs du plan ou 3 vecteurs de l'espace forment une famille libre. A2, pour les couples de scalaires. Technique spécifique. Une famille de 2 vecteurs de K2 est libre si et seulement si, qu'en pensez-vous? Si elle est, je sais pas trop comment dire ça, mais si c'est proportionnel à 1, 0 et 0, 1. Enfin, genre, si on peut faire une combinaison. Alors, ça ne se voit pas tout de suite, une combinaison linéaire entre 2 vecteurs? Si l'un est lié à l'autre, ça ne se voit pas tout de suite? Il y a proportionnalité entre ces coordonnées. Voilà, c'est tout. Si les vecteurs sont proportionnels. Une famille de 2 vecteurs est libre si et seulement si les vecteurs sont proportionnels. D'ailleurs, j'ai mis de K2, mais vous pouvez même le mettre entre parenthèses.
Pour savoir si deux vecteurs forment une famille libre, c'est très facile. Pour E égale K2 ou pour N égale 2? Pour P égale 2. P égale 2. Donc on complète. Une famille de deux vecteurs est libre si et seulement si les vecteurs ne sont pas proportionnels. Donc on a besoin de rien pour ça. On ne fait pas la caractérisation pour 2. Hein. Et pour 3, une famille de 3 vecteurs de K3 est libre si et seulement si. Qu'en pensez-vous? 3 vecteurs sont non coplanaires. Alors, effectivement, 3 vecteurs non coplanaires. Mais le mot coplanaire étant un mot de géométrie, est-ce qu'on a un outil qui permet de le savoir, ça? Déterminant. Voilà. Si et seulement si leur déterminant est Nul. Nul. Ah, Non, nul ou nul. non nul? Nul. Nul. Différent de 0. Alors, si le déterminant est nul, c'est qu'il y a un lien ou qu'il n'y a pas de lien? Il y a un lien s'il admet une unique solution. Attends, pour un Non, déterminant, pas- il n'y a pas d'unique solution. Tu calcules une dette. Il a une valeur. Si le déterminant vaut 0, ça veut dire que les vecteurs colonnes, rappelez-vous, ils sont liés. Quand le déterminant est nul, c'est que les vecteurs sont coplanaires. Hein. Attention. Hein. Donc, il y a une liaison. Donc, conclusion, une famille de 3 vecteurs de K3 est libre si et seulement si le déterminant des 3 vecteurs est non nul. Vous mettez un non en majuscule, s'il vous plaît. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous.